Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez été une pionnière dans les univers de l'informatique et de la télévision. Vous étiez destinée à travailler dans l'univers des trains et vous êtes devenue finalement une locomotive. Vous le racontez aujourd'hui dans un livre. Bonjour Ness. Bonjour Jacques. Alors, on va découvrir votre parcours car Ma vérité des mots et des mots, MOTS et MAUX, c'est un livre qui sort chez Casa Éditions où vous vous racontez, et c'est vrai qu'on vous connaît grâce à la télévision, mais on ne connaît pas votre parcours qui est quand même incroyable. Donc on va le raconter à travers des dates clés, si vous êtes d'accord. Mais évidemment que je suis d'accord. Vous êtes là pour ça. Oui. Alors, la première ne vous concerne pas directement, mais elle est importante dans votre vie. Le 2 août 1990 débute la guerre du Golfe. Oui. Et c'est en même temps la guerre du jeu vidéo, parce qu'il y a des images installées dans des caméras, avec des caméras installées dans les avions, qui sont diffusées sur les chaînes de télévision. Et c'est important parce que ça a bouleversé votre carrière, la guerre du Golfe. Exactement, c'est un moment charnière parce que à l'époque je travaille et je suis formée par les Américains pour diriger leur filiale Afrique à Casablanca au Maroc. Donc pour moi c'est important, c'est une sorte de la boucle est bouclée quoi. Je rentre chez moi et par la grande porte et donc le projet avance jusqu'à cette fameuse date où je suis convoquée et on me dit voilà avec la déclaration de guerre même si le Maroc n'est pas directement concerné, ça reste un État arabo-musulman et donc le siège à Atlanta préfère quand même mettre ça entre parenthèses et c'est fou comme oui ça va être comme cet incident, cet événement marquant de l'histoire géopolitique va donner un coup de fouet à mon itinéraire personnel et professionnel qui est assez j'y repense parfois en me disant si ça n'avait pas eu lieu, où serais-je? Parfois, alors j'ai plein de comme ça de petites bulles imaginaires. Je me suis dit tiens, peut-être que je dirigerais un groupe du CAC 40. J'aurais peut-être pas eu ce chemin un peu étrange que j'ai eu, mais incroyable. Mais voilà, oui, effectivement, cette date est importante pour moi. Il faut savoir qu'à l'époque, ce groupe américain qui vous emploie, c'est Alstom. Alstom, c'est un mélange c'est les transports au départ, Oui. et ça vient d'une société française d'Alsace, Alsace et Thomson, qui ont fait Alstom. Et ensuite, vous auriez pu travailler dans les trains, comme je l'ai dit, dans la construction électrique. Alors, vous dites le Maroc, mais vous êtes né à Casablanca, Oui. dans un quartier qui s'appelle Haï El Farah, qu'il faut pas confondre avec celui d'Agadir. Non, pas du tout. Haï El Farah, donc quartier du bonheur, à Casablanca, dont je n'ai pas beaucoup de souvenirs parce que je suis très très vite happée par ce quartier qui est en fait un quartier dont la France est propriétaire, qui est le quartier Ain Borja où vit ma grand-mère, mon petit paradis, une sorte de village d'Astérix au cœur de Casablanca et avec ces oui, ce sont comme des baraquements militaires transformés en maison et dans lequel il règne déjà une espèce de fusion des cultures, des fusions mélange des identités et des cultures et classe sociale plutôt basse à moyenne et toutes les ethnies et toutes les religions. Oui, finalement, c'est un quartier en avance sur son temps, n'est-ce ? Exactement. Je vais découvrir, en fait, là-bas, si vous voulez, on est d'abord marocain. Et je crois que c'est ce qui fait la caractéristique du Maroc. C'est qu'au Maroc, on est d'abord marocain et à l'intérieur du Maroc, eh bien, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des catholiques, et donc je grandis dans ce droit à l'indifférence en fait, ce droit à l'indifférence où on n'est pas pointé du doigt pour sa religion, et c'est plutôt en France en fait, c'est plus tard en France que je vais découvrir par exemple l'aspect très très péjoratif du terme juif. Alors, il se trouve qu'il y a un incident quand même assez étonnant à votre naissance, c'est que votre père va faire le tour de la ville, naisse déguisé en femme, je crois. Oui. C'est pas la cage aux folles, mais pas loin. Mais en fait, il était tellement... je suis la première petite fille de la famille. J'ai 11 oncles et tantes. Et donc, oui, c'est un événement. Et mon père, qui n'a pas connu son papa,
qui a grandi son papa, avait son rêve le plus fou était d'avoir des enfants. Donc il y croyait presque pas. Et lorsqu'il dit à ma grand-mère, si c'est positif, je mets une robe, je porte un sac à main et des talons. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait le tour du quartier de Haïl Farah à l'époque, en déguisé en femme, et ça fait rire toute la galerie, et ça fait encore rire. Mais voilà, mais il l'a fait avec beaucoup de légèreté. Et à l'époque, en fait, j'ai grandi dans cette légèreté, dans cette rien n'était dramatique. Enfin, la vie est belle, quoi. La vie est belle, et lorsqu'on vous dit que la vie arrive, alors on l'a faite. Voilà. Alors il se trouve que votre père avait un métier que Yves Duteil a chanté. Mon ami, tisserand, tu tisses avec le fil des ans. La vie n'est qu'un fil éphémère, chacun la tisse à sa manière. Le tisserand de Yves Duteil. Et d'ailleurs, il a fait cette chanson en hommage à sa femme qui a tissé leur amour et sa vie. Voilà. C'est beau. Et c'est vrai que votre père était tisserand, qui est un métier assez rare. D'ailleurs, les premiers tisserands remontent au Paléolithique, et il y a des textiles qu'on a retrouvés en Suisse et en Égypte. En Égypte, d'où aujourd'hui encore, on appelle ça le coton de soie, oui. Le coton d'Égypte, etc. Mais mon père a encore un contact avec le fil et le tissu qui est très particulier. Il a une odeur, donc il est capable de savoir à l'odeur du fil d'où vient l'étoffe. Et oui, il est venu. On lui a demandé de venir parce que il avait un talent particulier. Et il travaillait pour une grande maison de tissage française. Au départ, il ne voulait pas d'ailleurs venir. Il est venu visiter son beau-frère et ses amis installés dans le bassin Choletais, et qui travaillaient là-bas à l'usine Alexandre Turpot. C'est à Cholet. C'est à Cholet, bien connu pour ses mouchoirs. Exactement. Et vous savez pourquoi d'ailleurs on parle des mouchoirs de Cholet? Parce que lorsqu'il y a eu la guerre en 1793 avec les Vendéens et les Mayenzais, eh bien pour se faire reconnaître, il y avait un mouchoir blanc taché de sang, le mouchoir rouge du mouchoir de Cholet. Exactement, qui est devenu une sorte d'emblème de la ville de Cholet. Donc il vient en France pour travailler à Cholet dans les mouchoirs et dans la textile. Il vient d'abord en touriste pour visiter. Et puis, il passe par l'usine Alexandre Turpot, là où travaillent ses amis. Et le patron lui pose la question et lui dit, alors comme ça, vous êtes tisserand au Maroc? Il lui dit oui. Et là, il le met sur les métiers, il lui dit, montrez-moi ce que vous savez faire. Et chez Alexandre Turpot, on lui a proposé un contrat tout de suite, sauf que c'était pas du tout prévu dans son programme. Et on lui a dit, voilà, vous commencez demain, vous allez former la nouvelle génération des tisserands. Et puis il a dit non, moi je viens juste en vacances. Il est quand même reparti avec le contrat, on ne sait jamais. Et c'est au retour, oui, à Casablanca qu'ils ont abordé le sujet avec maman. Et parce ils étaient ni riches ni pauvres, ils travaillaient, mais ils étaient bien en fait. Oui, mais ils voulaient absolument que vous ayez une éducation en France. Exactement. Et ça a été la première motivation. Une fois le sujet clos, la décision a été prise dans l'intérêt des enfants et pour qu'ils aient accès à une meilleure éducation et une meilleure école. Et l'éducation, c'était pas leur fort parce que je crois qu'ils ne savaient même pas lire et écrire au départ. Vous avez servi de traductrice pendant des années, n'est-ce? Oui, c'est le chapitre, la petite générale du roi, à l'âge de 6 ans, donc c'est le CP, c'est les premières lignes d'écriture, et c'est à partir de ce moment-là que papa va m'apprendre à remplir un chèque parce qu'il ne sait pas. Et donc à partir de cet âge-là, donc 6 ans, je fais une rayure, une rature sur le chèque. Je crois que c'est la dernière fois que j'ai fait une rature, une rayure ou une erreur sur un chèque. Et à partir de ce moment-là, oui, je me transforme je suis une sorte de gestionnaire, d'assistante, je connais tous les codes bancaires, les numéros de sécurité sociale, je l'accompagne partout, et je sens aussi une gêne. Alors en même temps, il me demande ça, et en même temps, je sens une espèce de pudeur et une gêne qu'il a du mal à formuler. Mais à côté de ça, je ne ressens pas de malheur à vivre ça. Je ressens plutôt grandi, et puis avec un certain intérêt, parce que là, je gagne des galons dans la maison, évidemment. Mais
Mais je n'ai pas, je ne ressens pas de victimisation et des choses comme ça, parce qu'ils m'ont donné énormément d'amour, et donc j'avais quand même ma place d'enfant dans la tribu, et surtout cette démonstration permanente d'amour qui fait que ça ne m'a jamais traumatisé, bien au contraire. Mais en même temps, une enfant qui travaille, enfin qui aide ses parents de cette façon, ça fait du stress, et pour éliminer le stress, je crois qu'il n'y avait que le sport, Ness. Exactement. J'étais très très sportive, toujours. Et ça, c'est mes parents aussi qui nous ont toujours poussés à avoir des activités. Donc oui, natation, majorette même, oh là là, majorette, gymnaste, athlète. Enfin voilà, je crois avoir touché à tout, à part le football. Je crois avoir tout fait. Mais vous êtes en même temps en décalage avec les enfants de votre âge. Ouais. C'est très difficile. Le choc est très violent, parce qu'en très peu de temps, vous basculez de l'univers de la maison à celui de l'école. Et je ne comprenais pas cette innocence, cette espèce de, cette innocence, cette légèreté, ces jeux. C'est maths aussi, quand j'arrive au collège. Je suis nulle en maths, parce que elles sont loin de mes maths à moi. Et donc je suis très bonne en analytique, par exemple, mais tout ce qui est plus, je suis complètement larguée. Et oui, je ne comprends pas, il y a trop de décalage entre leur vie et la mienne. Et votre vie va encore évoluer, on va en parler avec une autre date, le 17 mars 1993. Voilà. À tout de suite sur Sud Radio avec Ness. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Ness. Votre livre Ma vérité des mots est sorti chez Casa Édition. On en parle tout au long de l'émission, c'est le fil conducteur, mais on en parlera plus longuement tout à l'heure. Alors, on a raconté votre arrivée au Maroc, votre naissance au Maroc, votre arrivée en France, théoriquement pour devenir une femme de finance, et puis il s'est passé quelque chose le 17 mars 1993. Écoutez. Télévisateur 2, une émission de Cyril Drevet et Patrice Drevet. Et qui fait la voix en cabine? C'est Ness. Et c'est moi. C'est donc totalement par hasard que je plonge dans le bain de la télévision, parce que sur cette émission, je suis plutôt dans l'ombre. Dans l'ombre, à l'époque, je travaille pour un groupe de presse dédié donc à la micro-informatique de loisirs, dont les jeux vidéo. Et on travaille avec France 2, etc., à mettre en place une première mondiale, qui est négociée avec la firme Nintendo, et donc de mettre à l'antenne un niveau de Super Mario, et pour que 500 enfants puissent jouer en même temps à un niveau par téléphone. Donc c'était un événement. Et Patrice, qui est génial, me dit à minuit, je n'ai pas de voix. Et je le regarde, on me dit je ne comprenant même pas la question en fait. Je dis ok. À 2h du matin, il me dit écoute, j'ai vraiment pas de voix pour animer la séquence demain en direct. Et donc c'est comme ça que je vais entre guillemets dépanner, et puis ce dépannage va devenir régulier. Et puis comme il y a beaucoup d'études en télévision et en radio aussi, eh bien les enfants vont appeler la voix Madame Mario. Et un jour dans un ascenseur, vous apprenez que non seulement vous serez la voix, mais l'image. Alors ce jour-là, vous savez, quand on est comme moi, né ailleurs, et que l'on grandit ailleurs, donc pour moi en France, vous avez toujours nous à l'époque, oui, on était très bien, mais mon père nous disait en gros, nous ne sommes pas chez nous. Et donc nous étions persuadés qu'il y avait énormément de métiers que l'on ne pouvait pas faire, dont celui-là. Moi, je même pas dans un rêve même pas dans un rêve où on ne peut imaginer ça. Et donc c'est vrai qu'en sortant de l'ascenseur, je tombe sur Mireille Chalvon, qui est à l'époque patronne de la jeunesse sur France 2, qui me dit Ness, vous êtes à l'antenne la semaine prochaine. Je dis Mireille, ça fait quand même longtemps que je dépanne. Elle me dit non, vous êtes à l'antenne. Il m'a fallu, je sais pas combien de temps pour comprendre que j'allais être physiquement à l'antenne. Et là, oui, je me suis regardée dans la glace de l'ascenseur ce jour-là, en me disant, toi, avec ta tête d'arabe et ton passeport vert sur la chaîne nationale française, c'était pour moi une claque. C'est comme si on m'avait jeté de la tour Montparnasse au sol. Je n'y croyais pas. C'était vraiment, en même temps, je le prenais avec beaucoup de légèreté, et en même temps, c'était tellement énorme dans notre conscient à nous, c'était juste impossible.
Alors, la Tour Montparnasse, justement, c'est votre première image lorsque vous décidez de venir à Paris, Oui. Ness, puisque vous arrivez par la gare Montparnasse, et le premier choc à Paris, c'est le prix du café. Ah oui, 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 moi, petite provinciale, oui. Le coût du café, j'étais là et je me disais, mais comment c'est possible, quoi? Le coût du café, cette espèce de brouhaha de gens totalement indifférents les uns aux autres, ces milliers de pieds, de pas, C'était autre chose. ces milliers d'ombres comme ça qui se croisaient. Je prenais le temps de les regarder comme ça en fragments de séquences et avec en décor de fond cette tour immense que je découvrais. Pour moi, c'était la plus grande chose que j'avais vue dans ma petite vie. Et ouais, c'est assez. Je crois que ma vie a été faite, jalonné de pas mal de chocs comme celui-là. Mais oui, j'étais un peu dans les clichés de la provinciale qui débarquait à Paris. Voilà. Et le prix du café, effectivement, était élevé, mais moins cher que le Kopi Luwak, qui est le café le plus cher du monde. Il faut compter 70 € la tasse pour en boire. Non. Si. Non. Si, c'est un café qui existe. Le prix varie entre 200 et 400 € le kilo selon les pays. Ah oui, c'est du caviar. Alors, pourquoi vous venez à Paris, Ness? C'est que vous avez décidé de travailler dans la communication et la pub, ce qui est pas évident quand on arrive de province. Non. Là, donc, suite à la guerre du Golfe, on me dit, bon, voilà, on va attendre un peu 2 ans. Et 2 ans, à mon âge, ça me semble long. Et puis, vous êtes toute jeune. Et puis, ouais, je suis quand même jeune. Et j'ai déjà un parcours professionnel, même s'il est court, il est pas mal quand même. Et donc, oui, je prends le risque de dire non au groupe. Et puis me revient le souvenir de mon professeur d'histoire qui était un type génial, Monsieur Naturé, qui aimait tellement l'histoire, voilà, ses cours, il les faisait avec les tripes et donc cet art de transmettre. Et dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, nous avions un cours de propagande. Et donc grâce à cela, j'ai appris à ne plus jamais lire une image, qu'elle soit figée ou une image télévisuelle ou cinématographique, d'une première lecture. Donc à chaque fois, j'essaie d'avoir première, deuxième, troisième. Et à partir de ce moment-là, voilà, je vais être subjuguée par l'image, par la publicité, par exemple l'habillage de Canal+. Donc j'étais fascinée par ce que faisait Robial, plus que par le côté antenne en fait. Étienne Robial, donc qui est le créateur de l'identité visuelle de Canal+ et de M6, et donc était resté quelque part en moi cette fascination pour cette partie-là aussi de la création. Et c'est en rencontrant un journaliste, un photographe journaliste, j'en ai parlé, il me dit, écoute, voilà, vas-y, puisque c'est ce qui te prend aux tripes. Et vous êtes devenue assistante marketing au départ. Et puis surtout, Ness, vous avez été une pionnière d'un univers dont vous n'imaginez pas la portée, qui est le jeu vidéo. Exactement. Oui, à l'époque, nous étions les enfants du diable. Ça me faisait penser, vous savez, à l'époque où est arrivé le rock. Donc c'était la musique du diable, et puis la presse s'acharnait. Et ce qui était drôle, c'était que la même presse qui dénonçait cela à l'époque, faisait la même chose avec le jeu vidéo. C'était vraiment les enfants du diable, et ça allait aliéner absolument tout le monde. Sauf que déjà à l'époque, ça commençait à grignoter largement sur l'industrie du cinéma et l'industrie de la musique. Mais vous connaissez rien aux jeux vidéo? Absolument rien. Je ne connaissais rien, mais j'ai toujours eu, peut-être que c'est dû à mon enfance, la faculté d'adaptation, et surtout lorsque j'arrive dans un métier, mais ça aussi c'est tout ce qui est études de management et tout que j'ai fait, c'est l'adaptation. Il faut absolument tout connaître, tout maîtriser du marché, de l'outil, etc. Donc je ne faisais pas partie de la rédaction, mais du business quelque part, parce que j'étais dans toute la communication. Je suis arrivée en tant qu'assistante pub marketing, j'ai tout fait. Je suis vraiment partie de la base. Et puis après, pour terminer, j'étais chef de pub et puis responsable des départements télé. Donc, mais j'ai vu ce marché exploser, je l'ai vu évoluer, j'ai vu aussi tous ces acteurs qui étaient petits à l'époque, des gens comme Infogrames qui étaient beaucoup plus petits, des gens comme Micromania qui sont des acteurs importants du marché, tous ces éditeurs français qui étaient
tout petit à l'époque. À l'époque, on branchait une console sur la télévision, rien de plus, avec Rien un petit de jeu. plus, exactement. Et puis, c'est à ce moment-là qu'est arrivé MCM. Vous êtes arrivé sur MCM pour présenter un magazine quotidien, les News et le Mag. Vous avez même fait des interviews de personnalités, dont celle-ci, et ça s'est pas bien passé. Car j'étais sur la route. Ah oui. Cette journée. La pire de ma vie. Voilà, Gérald de Palmas, qui avait fait son grand succès avec Sur la route, qui avait eu la victoire à la révélation masculine. Et vous n'avez pas préparé l'interview? Non, parce que à l'époque, donc je faisais les mags et les news, mais vraiment en prompteur, et donc j'étais vraiment la junior bébé, et le directeur des programmes m'a quasiment jeté dans le studio en me disant vas-y. Et c'était au lendemain des victoires de la musique. J'étais complètement pétrifiée. Je ne savais pas quoi dire. J'avais la voix complètement qui chevrotait, tremblante. J'étais ridicule. Et je me souviens de ce sentiment à la fois de peur, et je m'en voulais parce que je déteste mal faire les choses. Et je me suis dit, ce sera la première et la dernière. Mais ça a été, et il a été adorable avec moi parce qu'il a bien vu que j'étais novice. Et puis il démarrait aussi. Il démarrait, et ça faisait aussi partie de ses toutes premières, ses tout premiers médias, hein. Et donc oui, il a eu beaucoup d'indulgence. Et ouais, non, je me souviens, c'était la première et la dernière. Voilà. Terminé. MCM, c'était Monte Carlo Musique, puisque c'était une chaîne reprise à Télé Monte Carlo au départ, exactement. à TMC. Et ça a été le point de départ d'autre chose qu'on va évoquer avec une autre date, le 11 janvier 2003. À tout de suite sur Sud Radio avec Ness. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Ness, votre livre Ma vérité des mots et des mots chez Casa Édition, et des dates importantes qui sont dans votre livre et qu'on évoque, comme le 11 janvier 2003. Écoutez. La légende la légende des voix, oui, à l'Olympia, qui est vraiment un événement, car pour la première fois, vous êtes à la télévision en animatrice dans ce lieu mythique qu'est l'Olympia. Exactement. Là, c'est un tournant, pour moi, mais aussi pour tous les gens qui auraient eu la même histoire que moi. Comment moi, petite fille d'immigrés, arrivée à l'âge de 3 ans avec ma carte de séjour, hein, mon petit passeport vert marocain, je me retrouve au cœur de cet endroit mythique, cette grande dame qui est l'Olympia, et en prime time, quand on connaît cette case et toute l'importance et le poids qu'elle a dans une grille, que pour choisir un animateur et lui confier un prime, c'est quelque chose c'est pas, on ne prend pas comme ça, allez hop, dans son répertoire d'animateur, allez, toi tu vas me, enfin, pour moi ça réunissait un truc de fou. C'était de la folie de vivre cet événement-là. Je me souviens d'être arrivée, la salle était installée pour le prime, préparée pour le prime, et puis elle était encore vide. Je me suis placée donc dans l'endroit du talk show, donc c'est là où on accueille les invités, et d'être restée seule à observer et à refaire défiler l'histoire de ma vie. Je la revoyais très très vite en me disant, mais comment toi, cette petite fille de tisserand marocain qui devait à la base en plus rentrer au Maroc très assez vite, eh bien tu te retrouves à piloter cette chose absolument magnifique, et je deviens donc ce jour-là la première femme d'origine arabe à piloter des primes sur une chaîne major occidentale, ce qui n'est pas rien. Voilà. Alors il faut savoir que l'Olympia, c'était le nouvel Olympia, mais dans l'ancien Olympia en 67, Kalsoum était passée. Ah oui. Elle avait donné son seul concert en Europe. Elle avait fait 3 longues chansons d'1 demi-heure. C'était incroyable. Mais c'est la première fois aussi. C'était un autre événement. Exactement. Mais ça, c'est vraiment mes souvenirs d'enfance. Et c'est des souvenirs qu'on a plaisir encore à regarder, parce que c'était tellement rare. Et c'est vrai qu'elle avait à chaque fois, en fait, ses titres faisaient 30 minutes. Enfin, c'était des histoires. C'était, enfin, pour écouter Kalsoum, c'est comme regarder un film sur Netflix. Il faut mettre les pop-corn à côté. Et non, c'est une grande, très très grande dame qui a laissé une grande
d'empreinte dans le milieu de la chanson et l'artistique arabe, globalement. Alors, il faut savoir que dans cette émission, vous êtes Ness, Oui. et que le pseudonyme de Ness est né grâce à Nintendo. Exactement. Alors tout le monde pense que c'est le diminutif un peu de mon vrai prénom qui est Nesia. Et en fait, non, c'est au moment de la sortie de la Super Nintendo où la rédaction, voilà, va me baptiser NES. Et donc, oui, NES vient de la console Super NES. Donc voilà. Alors ça, c'est super Ness pour vous, car vous interviewez des gens très différents et vous allez découvrir le monde de la chanson avec les gentils et les méchants. L'un de ceux qui vous a le plus étonné, c'est Jean-Jacques Goldman, je crois. Oui. En fait, dans les échelons, je dirais, des artistes, tous les plus grands que j'ai pu croiser ont été les plus humbles. Et parmi eux, oui, il y a Jean-Jacques Goldman qui arrive donc au studio à la Plaine Saint-Denis avec son vélo, les cheveux tout ébouriffés, et qui me regarde. Bon, on se salue évidemment. On est en backstage dans les loges. Il me dit, Ness, tu peux pas me prêter ta loge que je puisse me laver les cheveux comme ça vite fait. Et j'ai trouvé ça totalement désarmant quand 2 minutes avant, vous croisez, voilà, j'avais croisé une fille qui était sortie de la Star Academy et qui piaillait parce qu'elle devait signer des petits autographes à des petits gamins. Souvent, il y avait les enfants des régisseurs, du personnel technique de production. Et voilà le décalage en fait. Et souvent c'est ça. Et Jean-Jacques Goldman, oui, c'était cette scène. Et puis il a fini par me dire, oh, il y a les toilettes communes là. Puis il est allé se laver les cheveux sans aucune prétention, avec une humilité désarmante, sachant le monstre qu'il est. Il faut savoir, moi je me souviens d'avoir un jour interviewé à Marseille, on devait déjeuner ensemble au golf, mais on était allé au tennis, qui est moins bon que le golf, parce que si le patron du tennis savait qu'il allait au golf, il le privait de cours pendant 3 semaines. Non. Et Goldman a cédé. C'est vous dire le personnage. Et puis vous êtes la seule animatrice au monde, Ness, à avoir offert des diamants à une star mondiale, Maria Carey. Oui, ça c'était une petite joke. Si vous voulez, lorsque vous recevez quelqu'un comme Maria Carey pendant des semaines avant, on vous dit il faut pas fumer, il faut pas ceci, il faut pas cela, il faut pas la croiser, il faut pas la toucher, il faut pas la regarder. Bref, on a l'impression d'avoir Cléopâtre qui réussit, voilà, qui ressuscite tout d'un coup. Et on l'a dans le nez d'ailleurs, justement. Oui. Exactement. Pardon. Et donc oui, puis ça met une espèce de pression. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce personnage, et ça vous prépare aussi à la rencontre de quelqu'un qu'il faut gérer entre guillemets. Et en fait, quand on arrive, alors elle avait demandé à ce que sa loge soit pleine de bonbons, et on se rend compte en fait très rapidement que c'est un bonbon, parce qu'elle est restée cette petite fille en fait tout au fond d'elle, et c'est quelqu'un qui adore les diamants. Et déjà dans les loges, je remarquais qu'elle regardait comme ça. J'avais un petit bracelet qui m'avait été offert par un ami joaillier, Edouard Naoum, et donc elle n'a pas arrêté. Donc quand elle arrive après son premier titre, alors il faut savoir qu'il faut pas la filmer quand elle marche. Donc voilà, c'est vraiment tout un process. Il y a quelqu'un qui l'amène pratiquement, qui la pose comme ça, presque comme une poupée au milieu de la scène, comme quelque chose de très fragile. Et donc vous avez cette légende, hein, parce qu'elle est quand même, c'est Maria Carey, ce n'est pas n'importe qui entre guillemets. Et donc vous avez cette personne qui est d'abord sublime et qui est mythique dans l'esprit de millions et de millions d'individus sur Terre, qui s'assoit et qui est comme une enfant devant cette espèce de petite chose qui brille. Et puis à un moment donné, je regarde le public et je lui enlève, et elle était complètement, elle était à la fois gênée et faussement gênée, dirons-nous. Et mignonne, quoi, très très mignonne. Donc voilà. Alors ça a pu, peut-être les gens se dire ouais, mais quand même, elle offre des diamants à Maria Carey. C'était une très jolie pub pour le public français, je trouve. Et en plus, vous avez animé beaucoup d'autres émissions avec le fou rire souvent, comme les enfants de la pub, justement. Oui, il y avait Jonathan Lambert qui débutait, totalement inconnu. Vous riez avec lui. Ah non, mais ça c'est exclusif. Oui. Donc ça c'est en access prime time sur TF1 en direct tous les jours. C'est-à-dire qu'on vous a appelé sur TF1 pour faire
Ouais, et ben ça aussi c'est incroyable parce que moi personnellement jamais j'aurais pensé que TF1 avec son logo gendarmerie jamais personne n'aurait parié sur le fait qu'il fasse appel à quelqu'un comme moi et d'autant plus étonnant que jamais on m'a obligé à effacer mon identité ou à essayer de faire de moi quelqu'un de plus normé dans ce qui pourrait être leur propre norme, c'est-à-dire plus moins frisé, moins ceci, moins cela, pas du tout. On m'a fait une confiance absolue et ça je le dois aussi à Stéphane Courby et à Arthur. Mais voilà, Étienne Moujotte, Le Lay, enfin toute l'équipe, Xavier Couture. Personne ne m'a jamais... Enfin voilà, ils m'ont fait une confiance absolue et j'ai été traitée comme n'importe quelle autre animatrice. Voilà. Et une animatrice qui a fait plein de choses. Quand on voit le nombre d'émissions que vous avez présentées, Ness, mais il y en a une qui est étonnante, c'est pendant la campagne présidentielle de 95 avec Michel Polac. Ça, c'est inattendu. En fait, c'est né... à l'époque, je suis déjà directrice artistique de MCM en même temps que je suis à l'antenne. Et je vais voir Thierry Laval, donc le patron d'MCM, et je lui dis, écoute, la campagne arrive, il serait peut-être bon que nous proposions à notre cible quelque chose qui soit politique et qui soit totalement adapté à celle-ci. Et il trouve l'idée pas mal, et 15 jours après, il me dit, on va le faire, c'est ok, et ce sera coproduit avec la boîte de production de Thierry Ardisson. Et donc tu vas co-présenter avec Michel Polac et Stéphane Simon. Quand il m'a dit ça, je me suis dit waouh, parce que Polac, moi je le regardais quand j'étais enfant et je crois qu'on est plusieurs générations à avoir été fascinés par le personnage et qui était redoutable d'intelligence, etc. Mais alors pour la préparation, je vais tomber un peu je vais tomber de ma chaise et de très très haut parce que il avait eu une altercation avec Jean-Marie Le Pen et donc il avait décidé en conférence de rédaction de tout mettre les 52 minutes, vraiment de tout tabler sur cette phrase de Yen puante, etc. Il avait été fait de Yen puante par Jean-Marie Le Pen. Exactement. Et donc on avait beau lui dire ça ne tiendra pas, il était parti, voilà. L'émission arrive. Bon, alors déjà, moi, je suis petite, je suis un petit bout de bonne femme. J'ai pas encore, voilà, et puis je suis encore toute jeune. Et je leur dis, je suis la plus proche de l'invité. Donc je leur dis, non mais là, décalez-vous. Quelqu'un peut pas prendre ma place? Personne ne voulait évidemment. Et donc Le Pen arrive, il arrive avec son armée, mais dans tous les sens du terme. Autant la mairie avait mis en place toute une sécurité pas possible, et lui arrive avec sa propre sécurité. Vous avez pas envie de la ramener du tout lorsque vous les voyez débarquer. Et dans la loge déjà, je me rends compte que ce monsieur a un humour incroyable, qu'il maîtrise sa communication de folie jusqu'au fond de teint, il est totalement décroché à ce moment-là de ce qui va se passer sur le plateau, de la politique. C'est un individu comme vous et moi. Lorsque l'émission démarre, le générique démarre, et évidemment, donc nous saluons tous, et Polac lui dit merci d'avoir accepté l'invitation, d'autant plus que la dernière fois vous m'avez traité de Yen puante. Et là, mais il a été redoutable. Il s'est passé un blanc, il a regardé la caméra rouge, celle qui était à l'antenne, et il a dit, écoutez, si j'ai dit ça, veuillez accepter toutes mes excuses. Donc c'était fini. C'était fini. Il avait plié la préparation de Polac en 2 secondes, en une phrase. Et ensuite, vous avez réussi à le déstabiliser, Ness. En fait, quand on a la chance, parce que c'est une chance aussi de croiser et de pouvoir interviewer un personnage comme celui-ci, qui est impressionnant en plus physiquement, et puis c'est une bête de communication. Donc oui, j'avais fait mes petites fiches, je m'étais renseignée. Donc c'était à l'époque du espèce de raccourci entre le bruit, l'odeur de Chirac. Lui, c'était délinquance égale arabe, etc. Et donc j'avais fait toute une recherche. Il avait des casiers, mais partout. Il avait été renvoyé de toutes les écoles, cassé des bars à Saint-Germain.
Saint-Germain, il avait même frappé un curé. Donc je lui rappelais qu'il était extrêmement mal placé pour pouvoir donner des leçons là-dessus. Et puis après, j'avais caché ma carte de séjour sous mes fiches. Et donc, avec mes petites bouclettes qui n'étaient pas vraiment brunes, parce que je suis pas brune, je suis un peu châtain clair. Donc il devait se dire, bon, cette petite, elle doit être des Antilles, hein, mais ça doit être de chez nous, quoi qu'il arrive. Et donc, je sors ma carte de séjour et je lui mets sous le nez en lui disant, et voilà, monsieur Jean-Marie Le Pen, vous êtes président demain, ma carte de séjour, c'est celle-là, elle est valide jusqu'à temps. Qu'est-ce que je fais demain? Est-ce que vous me coulez entre, je dis, c'est Tanger? Et là, il part dans une colère parce qu'il s'y attend tellement pas, qu'il part dans une colère, il est rouge, il postillonne, j'en prends plein la veste. Et il est là, mais vraiment la caricature de, vous savez, la marionnette de Guignol, c'était quand il s'énervait, c'était vraiment ça. Et donc il parle, oui, la carte de séjour est criminelle, vous ne devriez même pas l'avoir. Il part dans une colère, mais inouïe, parce que personne ne s'y attend. Et puis je reviens à la charge parce qu'il n'a pas vraiment répondu. Donc je lui dis, mais enfin, monsieur le président, parce il est a priori président à ce moment-là, qu'est-ce que je deviens? Et là, il fait plus du Le Pen, là il fait de la langue de bois, là il fait de l'anti-Le Pen. Et il me fait, non mais vous c'est pas pareil, le président est déjà tombé sous le charme. Alors d'abord c'est sexiste, mais ce qui me choque le plus, c'est qu'il est finalement comme tout le monde. C'est qu'il n'est qu'un instrument marketing à l'époque et qu'il vend sa soupe, et que dès qu'il est un peu déstabilisé, il est finalement comme tous ses petits camarades de jeu. Wow. Et ce qui m'a, moi, un peu déçu de la part d'autres médias qui ont beaucoup... La séquence a été énormément zappée, reprise en radio, en télé, etc. Et ils ont repris uniquement la séquence où il s'énerve, où il est complètement hors de lui. Mais personne n'a repris ce moment-là, qui est pour moi un moment, le moment le plus intéressant et le plus important. C'est le moment, et c'est rare, c'est vraiment rare, en étudiant l'histoire des Le Pen globalement, et surtout lui, qu'il fasse de l'anti-Le Pen. Je crois que historiquement, ça doit être l'une des rares fois. Voilà. Vous le racontez dans ce livre qu'on va évoquer à travers une autre date, le 11 mars 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Ness. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Ness. On a appris à vous connaître depuis le début des clés d'une vie. Et vous sortez donc le 11 mars 2022 ce livre, Ma vérité des mots MOTS et des mots MAUX, chez Casa Édition. Pourquoi avoir écrit un livre aujourd'hui ? Alors, il est né... alors d'abord, il faut savoir qu'on m'avait proposé déjà d'écrire sur l'histoire de cette première femme arabe. Je trouvais ça très pompeux et très... je trouvais que tout ça manquait d'humilité et je me sentais un peu usurpatrice parce que j'ai beaucoup de respect pour les auteurs, les écrivains. Le livre, c'est quelque chose de sacré. Et je ne me sentais pas, moi, capable de ça. Et il est né à la fois d'une colère. Oui, il est né d'une colère. Il est né d'une colère pendant la crise du Covid. Où j'ai vu ce milieu que j'aime tant, et ces médias que j'aime beaucoup et dont je connais l'impact et la force de frappe, quelque part déraper dans le sens où tout d'un coup la crise du Covid amenait une espèce de criminalisation de l'interrogation. C'est-à-dire, je me disais, non mais là... Et là, je repensais à mes cours d'histoire, gamine, où mon prof me faisait des cours sur la propagande, sur tout ce que ça pouvait déclencher comme dérapage dans l'histoire de l'humanité. Et j'ai commencé à avoir très peur de me dire, attends, là, c'est-à-dire que si tu sors du discours officiel, tu ne peux pas, ne serait-ce que t'interroger. Soit c'était complotiste, soit oui, à un moment donné, c'était carrément presque devenu criminel. C'est-à-dire qu'aucune contradiction n'était possible. Ça, c'était la première des choses. Et puis très vite derrière, on a enchaîné avec la zémorisation générale et la banalisation du mal, comme le disait Hannah Arendt, qui voilà, on ne se rend pas compte comment autoriser comme ça, petit à petit, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas audible, ce qui n'est pas légal, peut devenir dangereux et emmener tout un monde contre le mur, quoi. Et donc à ce moment-là, j'ai eu envie d'écrire que tout ça n'était absolument pas normal, que notre rôle n'était pas celui de la division, mais plutôt d'éclairer, d'écouter et d'inviter à ce que les gens s'élèvent.
pas à les monter les uns contre les autres, et puis à rappeler que ce qui m'a permis à moi de devenir de devenir ce que je suis devenue, d'avoir participé à ma vie, d'avoir contribué à construire ce chemin professionnel et toutes ces possibilités, et toute cette vie incroyable, c'est un pays qui s'appelle la France. Voilà. Ce que vous ne rejetez pas, c'est votre pays natal, le Maroc. Au contraire, puisque quelqu'un que vous aimez bien et que vous avez beaucoup aimé, on va entendre sa voix. Tout à fait naturellement. Du reste, le roi Hassan II a été cher à votre cœur. Oui. Mais comme il a été cher à beaucoup d'immigrés comme moi, de plusieurs générations, parce que il a gardé énormément de liens. Il y avait du lien entre lui et nous à l'époque, via les ambassades, via les consulats. Il avait vraiment peur que quelque part on lui échappe. Et puis il voulait qu'on parte, mais qu'on revienne. Il voulait que l'on parte et que l'on revienne avec des acquis, avec des connaissances, avec des professions, avec toutes ces choses qu'à l'époque le Maroc ne pouvait pas proposer. Et donc que ce soit win-win, gagnant-gagnant, à la fois pour le pays qui reçoit, mais aussi pour le pays qui envoie ses citoyens travailler donc ailleurs. Et il avait une grande peur que cet amour que l'on perde cet amour du royaume, cet amour de la culture que l'on avait, et il avait une peur que l'on dérape. Et vous n'avez pas dérapé, en tout cas vous, Ness, et surtout vous êtes revenu un jour dans votre pays avec son fils, le roi Mohamed VI, qui avait d'ailleurs été stagiaire chez Jacques Delors à l'époque, le père de Martine Aubry, à la Commission européenne, et qui avait dit du futur roi, un jeune homme attachant, très discret, disponible, et qui connaît la tradition de son pays et des aspects plus modernes. Et un jour, vous avez fait une visite officielle avec Jacques Chirac, où vous avez rencontré le roi Mohamed VI. Ness. Exactement. Et oui, la première était avec le président Jacques Chirac. C'est quelque chose qui, je ne sais pas si on peut le comprendre quand on n'est pas né dans une monarchie ou qu'on ne vit pas dans une monarchie. Mais je crois que le Maroc est l'un des rares pays où il y a ce lien incroyable entre le peuple et la monarchie. Il n'y a pas de peuple sans monarchie, il n'y a pas de monarchie sans peuple. Et la monarchie sait ce qu'elle doit à son peuple et vice versa. Donc nous sommes très attachés à ça, et il n'y a pas dans l'esprit de quel Marocain qu'il soit au Maroc ou quel que soit le pays dans le monde qui ne rêve pas d'avoir cet instant d'échange avec sa Majesté, qu'il soit Feu Hassan II ou aujourd'hui Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'était incroyable pour moi. C'était une belle, c'était revenir par la vraie grande porte. Et d'ailleurs, vous connaissez Mohamed VI. Oui. Mais c'est ça qui est fou, parce que il y a tout un protocole, il y a quelque chose de magique dans les voyages. C'est le voyage à travers l'histoire de la monarchie à chaque fois en plus que vous faites. Et donc il y a le moment où on se salue, et il me glisse merci pour l'image que vous donnez du Maroc. Et, enfin, on échange comme ça brièvement, et vous dites c'est le boss, c'est le patron, c'est le roi, quoi. Et ça m'a bouleversée, parce que ça a été aussi une réponse à l'une de mes colères. L'une de mes colères qui était la manière dont on nous recevait, nous immigrés, lorsque nous rentrions chez nous en France, sous Hassan II, et qui était l'humiliation, qui était vraiment très très dure. Donc ça a été pour moi, il était important pour moi que je rentre dans mon pays par la grande porte. Et ce jour-là, ça a été l'espèce d'aboutissement à quelque chose qui était assez ancré et précieux pour moi. Et une humiliation, vous avez subi effectivement un jour à la douane. Exactement. Ness. À chaque fois, nous rentrions, c'était il faut savoir que la plupart d'entre nous voyagions en voiture, donc c'était 3-4 jours de voyage. Donc pour écrire cette partie-là, il m'a fallu vraiment replonger dans minute par minute, presque par un réel voyage que l'on a fait. Et c'est là que j'ai découvert ma colère, que j'avais aussi une colère. J'étais persuadée que j'avais qu'un seul moteur, c'était remercier mes parents.
Mais j'avais un moteur colère, et ces moteurs colère, c'était cette arrivée à la douane où donc il y avait un accès, une sorte de rangée VIP autorisée aux véhicules conduits par des Européens de type européen. Et nous étions, nous avions droit à l'humiliation des parents. C'est très difficile pour un enfant en bas âge de voir son père avoir peur, terrorisé. Et je regardais à droite, à gauche, et c'était Midnight Express. D'ailleurs, c'est comme ça que je le revis même maintenant. Je ne voyais que des visages défaits, des visages de peur. C'était l'horreur. On vous éventrait comme ça gratuitement les bagages, on les jetait au sol. Et c'était... Je les appelais les racketteurs de notre dignité, ces douaniers. C'était terrible, jusqu'au jour où, parce que j'ai toujours été un petit peu grande gueule, j'ai hurlé face à un douanier, je sais pas, je vais avoir 7 ans, 8 ans, en lui disant, voilà, pourquoi eux n'ont pas le droit d'avoir peur. Et un jour, vous aviez un mot d'Hassan II pour aller au Rallye de l'Atlas, et là, les douaniers ont changé. Ah oui, ça a été mon premier grand retour par la grande porte. Je couvrais le Rallye de l'Atlas pour MCM, je crois. Donc je partais avec mon équipe, cadreur, ingé son, enfin bref, une équipe de tournage. Et donc nous atterrissons à l'époque dans un aéroport pour avion privé. Et donc oui, l'un des douaniers me regarde, donc je laisse passer mon équipe avant moi, et puis la question c'est, t'es avec eux toi, oui. C'est-à-dire avec un dédain, un mépris. C'était soit j'étais un larbin, soit j'étais entre guillemets la prostituée, la fille de bonne compagnie. Et donc je me pointe devant lui et je lui glisse ce Saint Graal, qui est un document très épais avec le sceau du palais, et surtout le sceau du secrétariat particulier de Sa Majesté Hassan II, qui donc là m'autorise absolument à tout et m'ouvre absolument les portes du royaume. Et lorsqu'il le lit, vous savez la séquence de y a-t-il un pilote dans l'avion, je vois exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il ne sait plus. Alors je le vois, il est douché. Et je sens mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Il ne sait plus comment me parler, il ne sait plus comment agir, et au final, il va très vite comprendre, il va très vite s'excuser. Je vais devenir Lala. La lanza, c'est le particule que l'on met aux nobles au Maroc, et donc oui, ça va être la lanza, et là on va m'ouvrir les portes du royaume. Je ne vais avoir que des oui, la situation s'inverse, et ça va être un retour des choses, et à chaque fois je vais sentir alors voilà, le mépris, et puis après ils comprennent. Et puis ça se termine par une grande fierté. La fierté de voir qu'une femme marocaine dirige une équipe de tournage française. Et un jour, le général de Gaulle, le président de la République, arrive à la douane, et il avait beaucoup d'humour, dit, pour une fois, messieurs, je n'ai rien à déclarer. Et vous avez un seul regret, je l'ai découvert dans ce livre, Ness, c'est que vous avez failli travailler avec Yves Mourouzi, à inventer un nouveau journal télévisé. Oui. Et il est mort avant. Il est mort juste avant. Et c'était, si vous voulez... J'ai grandi avec les JT d'Yves Mourouzi. Depuis toute petite, depuis que j'ai mis les pieds sur le sol français, j'avais le 13h avec son Bonjour, et j'étais amoureuse de lui quand j'étais toute petite. Et d'Albator aussi. Et d'Albator. Deux personnages très atypiques. Et j'étais fascinée par le personnage, je le trouvais très bon, la façon dont il traitait l'information, dont il la hiérarchisait. On pouvait avoir Iggy Pop en même temps, enfin voilà, il y avait une sorte en même temps de folie, et en même temps de sérieux à traiter l'information, et sa manière d'aller sur le terrain aussi. Et lorsque je l'ai rencontré, on est allé voir Thierry Laval, encore le patron d'MCM, en lui disant, il c'était un passionné de jeux vidéo en fait. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait sa rencontre. Et je me suis dit non, c'est pas possible. On ne peut pas ne pas travailler avec Yves Mourouzi. On ne peut pas se priver de cette intelligence, cette folie, un mélange de légèreté, de profondeur et d'intelligence et de culture.
et de détachement aussi par rapport à tout cet univers. Et donc Thierry Laval me dit ok banco, allez lui proposer. Et donc il nous a invités à dîner chez lui. Et avec Patrick Giordano, qui était mon binôme à la direction artistique, eh bien, on lui propose. Et puis, il dit rien, il attend la fin du repas. Alors, c'est Mourouzi avec sa voix complètement cassée, qui passe vous passez du rire aux larmes avec lui. Ouais, il est culte, ce monsieur. Et il attend la fin du dîner pour me dire, eh bien, j'accepte, mais qu'à une condition, c'est que ce soit avec vous. Et là, ça a été pour moi, ouais, ça fait partie de ces moments qui vous rapprochent de ce que vous êtes, qui vous rapprochent d'où vous venez, qui vous rappellent d'où vous venez, Et là, c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau qui est exceptionnel et il va disparaître quelques semaines plus tard. Et vous racontez dans ce livre où on en apprend beaucoup sur vous, beaucoup d'autres choses personnelles que je laisse le soin à celles et ceux qui nous écoutent de découvrir dans ce livre. Ma vérité des mots, M-O-T-S, et des mots, M-A-U-X, Casa Édition. Merci Inès de l'avoir écrit et puis continuez à travailler comme ça pour la télévision et pour tout ce que vous aimez. Oh, merci infiniment Jacques. Merci à vous et merci à tous les auditeurs. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.